proposerais volontiers, si Stéphanie est d'accord, qu'on fasse le deuxième exposé. Donc, Stéphanie, alors je vous passe la parole. Merci, merci Marie. Donc d'abord, je remercie vraiment les organisateurs du RIED, en particulier Françoise Lorcerie, avec qui j'ai échangé avant l'événement. C'est un très bel événement. Puis une fois de plus, ça nous montre que c'est possible de faire des choses intéressantes, même à distance. Donc, je remercie aussi Maryse pour sa présentation qui vraiment a mis la table de façon fort intéressante à la question, en fait, qui est commune à nos deux présentations. Moi, ce que je propose dans les quelques minutes qui restent de la session, c'est vraiment de déplacer la focale du terrain pédagogique et politique vers un cadre d'analyse de sociologie pragmatique qui vise vraiment à clarifier les enjeux, la nature et la profondeur du conflit qui nous occupe autour des deux enjeux principaux dont Maryse a parlé, l'inclusion et la liberté académique. Et je pense que s'il y a des différences importantes avec, évidemment, la mort tragique de Samuel Paty, qui est au fondement de l'événement d'aujourd'hui en France, il y a aussi des éléments communs. Et parmi ces éléments communs, ces deux questions de l'inclusion et de la liberté académique sont certainement des lignes fortes qu'on retrouve à la fois en France et chez nous. Alors, ma présentation se déploiera en trois temps. D'abord, je vais essayer de situer le litige de la liberté universitaire dans le contexte de la nouvelle lutte pour la reconnaissance à partir des travaux principalement d'Axel Honneth, dont on a parlé hier aussi, notamment dans la présentation de Chloé Lemaire, qui était très intéressante aussi. Cette lutte, donc, par un déplacement des marqueurs de pouvoir classiques ou de type économique ou de classe vers des enjeux culturels et identitaires. Il me semble que ça, c'est quand même au fondement de ce qu'on vit aujourd'hui comme nouvelle ligne de tension par rapport notamment à la liberté académique, mais aussi à d'autres questions. Ensuite, je vais tenter d'analyser le nouveau débat québécois entre la liberté universitaire et l'inclusion comme une épreuve au sens de Boltanski et Thévenot pour justement montrer à quel point il y a des éléments qui sont irréconciliables dans la vision du bien commun, la vision de la justice dans les différentes positions qui s'entrechoquent et qu'il s'agit d'échelles de valeurs qui ont finalement des visions tout à fait possibles et rationnelles d'une certaine façon là, de la même société. Donc, depuis les années 60, on le voit bien, les nouveaux mouvements sociaux, comme les groupes pour les droits civiques ou féministes, puis plus récemment des diversités culturelles, religieuses ou de genre, ont progressivement délaissé les marqueurs de classe ou de type économique pour se redéfinir autour de traits distinctifs qui sont davantage associés à une identité partagée dont on va revendiquer la reconnaissance dans l'espace public. Ces minorités sociologiques définies traditionnellement de l'extérieur par les majorités en situation de pouvoir, notamment dans le contexte colonial et postcolonial, cherchent de cette manière à se solidariser en vue d'accroître leur capital dans la société moderne, c'est-à-dire un capital qui n'existe que dans, et pour reprendre l'expression de Honneth, que dans et par l'estime, la reconnaissance, la croyance, le crédit, la confiance des autres et qui ne peut se perpétuer qu'aussi longtemps qu'il parvient à obtenir la croyance en son existence. Donc, dans cette perspective, justement, d'Axel Honneth, qui a théorisé trois types de reconnaissance sociale qui se déclinent par degrés dans l'amour, le droit et la solidarité, on appelle l'offense le bris de solidarité qui découle de l'expérience d'injustice qui est vécue individuellement ou collectivement par les nouveaux mouvements sociaux. Comme le précise Courtel qui commente Axel Honneth, pour être touché, j'ouvre la parenthèse, le guillemet, pour être touché de cette façon par le dénigrement, il faut que les modèles de l'estime sociale se soient individualisés. Il ne s'agit pas de mort psychique ici, ni même de mort sociale, mais de blessures et de mortification. L'ampleur de la souffrance morale est souvent exprimée dans le champ lexical de la violence, d'ailleurs, de la maladie ou du vocabulaire médical. On le verra tantôt avec un extrait de la lettre dont Maryse parlait tout à l'heure, qui a été signée par plusieurs associations étudiantes et qui a émané de McGill.
Pour Honnête, ce déni de reconnaissance n'est pas que symbolique, même si l'origine est symbolique, mais il révèle des attentes implicites qui sont connectées à la réalité empirique. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi garder en tête dans des débats comme ceux qu'on voit en ce moment au Québec et en France. Mais je pense plus au Québec par rapport à cet enjeu précis. L'égalité réelle, l'accès véritable au marché du travail, à la vie culturelle et sociale. C'est donc sous cet angle d'une lutte pour la reconnaissance que nous considérons les revendications symboliques au Québec sur l'usage de certains mots sensibles dans le milieu universitaire. Indépendamment de la portée morale de ces expériences d'injustice, je propose maintenant de déplacer la réflexion sur le terrain de la sociologie pragmatique pour tenter d'opérer pour l'exercice une certaine montée en généralité, puis examiner comment les arguments énoncés au cœur du débat révèlent des logiques de justification différentes, fondées sur différentes conceptions du bien commun de la justice. Donc, je vais utiliser ici les travaux comme ils ont été cités notamment par José Louis hier. Donc, les travaux de Boltanski et Thévenot qui accordent vraiment du crédit aux principes convoqués par les individus en situation pour étayer leur justification, mais sans pour autant les considérer comme des principes qui ne seraient portés juste que par des individus, là, dans une perspective complètement postmoderne. Non, ici, c'est de dire qu'il y a une pluralité de principes d'accord qui existent, mais qui remontent à une histoire, à une certaine vision de la philosophie politique et qui peuvent être traduits dans des situations concrètes et empiriques, qui peuvent être mobilisés par différentes personnes ou par les mêmes personnes à différents moments et qui ont donc une existence sociale, mais qui vont prendre vie dans des contextes particuliers. Ces mondes, donc, comme les désignent Boltanski et Thévenot, agissent comme des grammaires du bien commun ou de la justice. Pourquoi des grammaires? Pardon, parce qu'ils mettent en relation des sujets, des objets et des qualificatifs, des grands ou petits, valorisés ou non, par rapport à un principe supérieur commun. Et c'est ce principe supérieur commun qui peut changer d'un monde à l'autre. Ils décrivent donc 6 configurations différentes que sont le monde de l'inspiration, domestique, de l'opinion civique, marchand et industriel. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'était simplement pour vous donner un petit peu une idée là, du cadre dans lequel je m'inscrivais. Maintenant, la notion d'épreuve. La notion d'épreuve, on en a parlé hier, notamment dans les travaux de Chloé Lemaire, même si elle ne nommait pas nécessairement la chose de cette façon-là, quand elle parlait des cérémonies de commémoration et des incidents critiques qui survenaient au moment où on imposait le silence par l'institution et qu'il y a des enfants qui refusaient ce silence-là parce qu'ils ressentaient une violence symbolique, eh bien, on parle en fait d'une épreuve. Une épreuve, c'est un révélateur d'implicite ou de non-dit qui remet en question, souvent assez brusquement, la définition d'une situation, l'évidence de l'équilibre plutôt de l'évidence et qui peut donc déclencher un litige. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Dans le cas qui nous occupe, c'est arrivé. Le désaccord a été déclenché dans le monde universitaire et de désaccord, on est passé à un litige. Je vais vous présenter pourquoi je soutiens ce point de vue. Et ça peut être... Et le monde universitaire, selon la lecture de Boltanski et Thévenot, je crois, peut être rapproché des logiques de justification civique et industrielle au point de vue théorique. Pourquoi? Bien parce que comme institution publique est située dans l'espace public au plan théorique, l'université agit comme l'archétype d'un monde civique. Elle admet en son sein les individus qui sont reconnus comme des étudiants, donc égaux de statut par définition. Pour reprendre les mots de Boltanski et Thévenot, on dit « les personnes relèvent toutes de la même justice dans le monde civique » parce qu'elles possèdent une conscience qui est faite à l'image de la conscience collective et parce qu'elles sont susceptibles, en écoutant la voix de leur conscience, de subordonner leur volonté propre à la volonté générale. De plus, dans le monde civique de l'université, on gagne en grandeur en se ralliant derrière des objectifs communs, des questions globales et porteuses d'émancipation qui dépassent les intérêts égoïstes, ici l'avancement du savoir. Mais on parle toujours évidemment, là, dans une perspective théorique. Ça ne veut pas dire que l'université agit comme ça dans ses pratiques. Si la vocation de l'université dans les sociétés modernes comme le Québec
et donc elle est d'emblée civique, elle repose sur des méthodes de production et de transmission de savoir qui, spécifiquement, souhaitent, en tout cas à tout le moins, relever, encore une fois d'un point de vue théorique, du monde industriel. Pourquoi? Parce que les méthodes scientifiques opèrent selon une logique dont l'objectivité, pour reprendre les termes de Boltanski et Thévenot, suppose le détour par une forme du collectif, un supérieur commun qui règle le jugement à leur endroit. En mettant en évidence cette épreuve industrielle, on s'écarte d'un relativisme radical qui voit les faits comme des croyances arbitraires attachées à des communautés. Donc, dans dans le monde industriel, la démarche scientifique, autrement dit, qui est supposée être le cœur de la méthode utilisée pour l'enseignement et la recherche dans les universités, qui a pour corollaire la liberté académique, a donc vocation à stabiliser la production et la transmission des savoirs issus de l'institution universitaire. Donc ça, c'est pour replacer un petit peu l'université au plan théorique. On se veut une institution qui, à la fois, qui a un pied dans le monde civique, mais aussi dans le monde industriel, dans sa manière d'appliquer, de diffuser, d'enseigner la méthode scientifique qui est censée être régulière, stable et complètement neutre. Ensuite, le conflit entre les mondes. Comment ça s'est produit avec l'événement qu'on a connu, qui a été vraiment le détonateur médiatique? Là, je vais surtout me référer ici à l'événement de l'Université d'Ottawa, même s'il y a eu d'autres cas dont a parlé Maryse. Bien, selon Boltanski et Thévenot toujours, l'épreuve se déploie à 3 moments à l'intérieur d'un monde. Pardon, en 3 moments. D'abord, il faut qu'il y ait le constat d'une défaillance qui met en évidence une injustice ou le défaut d'une personne à accomplir ce qui est attendu d'elle dans ce monde. L'événement qui nous intéresse ici, c'est mué en controverse après qu'un groupe d'étudiants ait dénoncé Verouchka et le lieutenant Duval pour racisme en classe. Mais avant la plainte officielle à l'université, il y a un malaise qui se déroule sur Zoom, un vrai malaise. Le mot tabou a été prononcé par l'enseignante, des étudiants s'indignent. Mais pour se dédouaner et tenter de refaire ses preuves, l'enseignante s'excuse le soir même de l'incident auprès de ses étudiants. Elle affirme qu'elle ne savait pas et qu'elle ne voulait blesser personne. Elle invite même ses étudiants à débattre des enjeux. Débattre les enjeux de cette question la semaine suivante en argumentant, ce faisant, la primauté de l'assise industrielle de la preuve universitaire. La méthode scientifique de dire on va revenir la semaine prochaine, on va discuter, on va débattre, comme on le fait normalement dans l'enceinte universitaire. Mais c'est à ce moment, justement, que l'indignation monte, surtout sur les réseaux sociaux, comme l'a dit Maryse, et que, selon moi, la situation change de définition. C'est à ce 3e moment de la controverse que l'épreuve est dégagée, au fond, de ses contingences particulières en écartant la possibilité d'un simple faux pas de l'enseignante. Elle ne s'est pas juste trompée, selon les étudiants qui ont fait la plainte. Elle a été considérée à ce moment-là comme une situation plus pure de racisme, comme le décrit une étudiante qui est citée dans un texte d'Isabelle Haché, journaliste à la presse en 2020, qui dit « Désormais, on veut des espaces sécurisés pour se mettre à l'abri des micro-agressions, pas des espaces de liberté pour s'exprimer sur tous les sujets sans subir de pression. » Prenant acte de cette dénonciation, le doyen de la Faculté des arts, Kevin Key, choisit de suspendre le lieutenant Duval en arguant que ce langage, je reprends les mots de Kevin Key, était offensant et totalement inacceptable dans nos salles de classe et sur notre campus. Loin de clore l'épreuve, ce que je pense Kevin Key aurait souhaité à ce moment-là, et plus tard Frémont en affirmant un peu la même chose, ce discours du décanat de l'Université d'Ottawa complexifie le différend et ouvre la confrontation plus large entre le monde universitaire et celui mis en valeur dans la dénonciation. Les justifications, quant à elles, des personnes indignées par l'utilisation du mot en haine par le lieutenant Duval s'adossent, selon ma lecture, principalement à une grammaire de l'inspiration. En référence toujours à Boltanski et Thévenot. Merci. Dans ce monde de l'inspiration, le principe supérieur commun est internalisé et étroitement relié à l'expérience intime qui imprègne et transforme profondément le soi.
C'est donc la reconnaissance, en quelque sorte, pour reprendre les mots d'un auteur québécois, un philosophe québécois, Jocelyn McClure, la reconnaissance de la conviction de conscience, articulée autour d'une preuve, au fond, expérientielle, comme on le voit beaucoup en sociologie des religions, notamment, qui permet de valider la dignité d'une personne, l'agencement des relations et l'authenticité d'une situation. À l'image des nouvelles luttes pour la reconnaissance par Honnête, l'appel des étudiants, donc indignés, mobilise ce registre discursif et argumentaire de l'inspiration, de l'affect, tel qu'illustré dans la lettre ouverte demandant le remaniement de la Déclaration de McGill sur la liberté académique, qui découle, entre autres, de l'événement dont je vous parle, mais aussi des autres cas médiatisés dont parlait Maryse. Donc, je vous lis un extrait de la lettre. L'Université McGill privilégie systématiquement la protection d'une version extrême de la liberté académique au détriment de la sécurité et du bien-être de ses étudiants, malgré les affirmations comme celles dans le message de la principale, selon lesquelles l'université soutient un environnement de respect mutuel. Même la Charte des droits des étudiants, le seul document entièrement consacré à la protection des étudiants, comporte la mise en garde qu'elle ne peut pas être appliquée de manière à restreindre la liberté académique. Ainsi, alors que la Charte stipule que les étudiants ont le droit d'être à l'abri de toute conduite vexatoire, l'université continue de permettre aux professeurs d'opérer dans une zone grise où la liberté académique et l'inclusion sont toutes deux encouragées, mais où seule la liberté académique est véritablement protégée. Donc, la justification présentée ici se structure autour du champ lexical de la protection des étudiants, comme on a vu plus tôt avec Axel Honnête, dont on assume les mortifications ou les micro-agressions qui découlent d'une individualisation, justement, du mépris ressenti à l'égard de leur identité sociale. Ce mépris social est décrit comme l'ancrage passé et actuel dans une logique coloniale qui régule les rapports sociaux entre Blancs et personnes de couleur. Je passe l'extrait. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans cette grammaire de l'inspiration, médiatisée par l'expérience intime de la souffrance, on critique plus largement la facticité du rapport, du respect de la dignité, affiché à la fois dans la culture universitaire et dans la méthode scientifique de production, comme en témoigne ici la lettre. La manière dont la liberté académique a été évoquée dans la récente controverse à l'Université d'Ottawa a confondu l'énonciation d'une insulte raciale avec l'enseignement de matériel comportant des insultes raciales, ce qui ne devrait être autorisé qu'après une solide formation en équité, une considération sérieuse et la contribution étudiante du groupe directement touché. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'on demande de faire appel, on demande une modification des critères utilisés pour valider les enseignements universitaires, pour évaluer la scientificité des savoirs et des faits dans la perspective d'une inclusion plus importante. Donc, on demande que l'enseignement fasse appel à la contribution étudiante du groupe directement touché. Autrement dit, il n'est plus question d'accepter que l'épreuve universitaire se déroule uniquement dans sa logique traditionnelle, mais qu'elle se réalise en partie dans le monde de l'inspiration à partir du partage ou d'une négociation d'expériences intimes. Et on estime aussi que la critique de la liberté académique, dans cette critique-là, que derrière une façade d'inclusion dont fait montre l'université, se profile en réalité une culture qui dévoile les relents d'un monde domestique et donc qui reproduirait les privilèges et le pouvoir de la blancheur. Cette critique du monde de l'inspiration vers le monde domestique justifie d'une certaine manière l'importance de fonder les connaissances scientifiques, non seulement sur une méthode objective qui, selon les personnes qui critiquent cette culture, n'est pas de toute façon objective, mais plus encore sur la pureté morale des enseignants qui doivent contrecarrer cette culture de l'oppression. Et c'est là qu'on peut comprendre une demande, une étudiante qui, à l'Université McGill, a dit ne pas avoir été convaincue par la sincérité des excuses de la chargée de cours qui aurait tenté, selon elle, de minimiser le traumatisme que lui avait infligé la dite lecture, la dite expression là, qui était inclue dans la lecture. Dernier point, je vais conclure là-dessus. Un point qui est important, je pense, c'est qu'on essaie
On accuse, en fait, dans le registre de l'inspiration, qui se fonde beaucoup sur les affects, l'université de promouvoir de façon implicite une logique domestique, familiale, en fait, des savoirs universitaires et du pouvoir qui minerait la méthode scientifique. Mais je pense qu'il y a aussi une confusion ou une contradiction dans les registres argumentaires de ceux qui s'indignent, parce que la dimension de la violence, elle est présente non seulement dans l'expérience vécue, mais aussi infligée par les personnes qui vont, par ailleurs, utiliser de façon tout à fait louable là, le registre de l'affect ou de l'inspiration. Parce qu'en fait, comment on peut, à partir du registre de l'inspiration, en même temps qu'on se fonde sur l'expérience de la souffrance, autoriser une violence vers l'autre, qui opère un déplacement vers un autre registre, de type domestique aussi, et le même dont on accuse à tort à l'université ces acteurs d'occuper. Alors, pour l'anecdote, en terminant, je vais terminer là-dessus, puis je pense que ça nous montre une phrase que la dimension de la violence doit faire l'objet d'une analyse plus poussée. Un de mes collègues de l'Université d'Ottawa qui avait appuyé l'enseignante suite à sa suspension m'a dit que la violence dont il a alors été la cible a été pendant cette année tout simplement incroyable. Et je pense que ça n'invalide en rien la teneur des propos et des indignations qui ont toute leur raison d'être autour du mot en haine ou d'autres mots tabous. Mais cette logique de la violence doit aussi faire partie de l'équation et des débats publics.